bonjour à tous. On est ravis de vous avoir pour un webinaire sur l'internationalisation bas carbone et sur toutes les évolutions réglementaires qui vous attendent bientôt ou en tout cas dans les prochaines années. On est ravis d'avoir avec nous nos partenaires DS Avocats et BPI France, les équipes notamment du plan climat avec lesquelles on travaille ce webinaire. L'idée, c'est qu'on puisse vous apporter un éclairage sur où en est la réglementation et comment ça peut vous impacter, dirigeants d'entreprise, directeurs administratifs et financiers, responsables RSE, responsables industriels. Voilà, ça va être un sujet qui va vraiment vous impacter tous, de près ou de loin, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Quand on pense à l'internationalisation bas carbone, on pourrait l'imaginer un petit peu comme un cloud, comme l'est cette photo, c'est-à-dire un nuage de plein de choses. Par où on s'y prend, par où on commence à prendre le sujet. Aujourd'hui, Yvon et Lola sont aussi là pour nous éclairer sur l'aspect réglementaire. C'est vrai que quand on le prend par l'aspect réglementaire, on va faire un focus sur l'empreinte carbone qui va nous amener en termes de chaîne de valeur à aller travailler sur notamment la politique transport et la politique appro. Mais cette dernière, quand on parle international, si on n'embarque pas son écosystème, on a du mal. Si on ne sait pas comment mesurer l'empreinte carbone de son distributeur implanté à Singapour ou au Mexique, on aura un bilan carbone relatif en termes de champ de couverture. Et si on ne met pas en place les bons outils de pilotage, si la gouvernance n'est pas sensibilisée, si on ne met pas en place une politique d'harmonisation de ses partenaires, de ses fournisseurs, c'est pareil, on aura un engagement assez relatif. Notre leitmotiv, et là où on peut avoir de la valeur ajoutée, on peut faire la différence, c'est de pouvoir rendre accessible le conseil. Parce qu'en fait, il y a une nécessité de casser la solitude des chefs d'entreprise face à des sujets extrêmement complexes, que ce soit sur les sujets réglementaires, mais aussi, et on se le rend compte, les entreprises vont assez facilement travailler sur la facture d'énergie, sur des sujets d'efficacité, mais dès lors qu'il va falloir repenser son business model, c'est beaucoup plus structurant, beaucoup plus compliqué, et souvent, ça nécessite que les entreprises puissent avoir accès à du conseil. Donc vraiment, le fait d'être aux premières loges de ces entreprises que l'on accompagne au quotidien, ce qui nous porte aujourd'hui, c'est de pouvoir les accompagner, les conseiller pour leur faire prendre conscience, les mettre à niveau de compréhension et ensuite de pouvoir avec elles les financer et les porter dans leur stratégie et dans leurs investissements. Clairement, la date clé sur le bilan carbone, elle est déjà derrière nous quelque part, hein, c'est l'élargissement au scope 3 et c'est l'élargissement évidemment en termes d'entreprises concernées. Ça, c'est derrière nous. 24, c'est l'entrée en vigueur pour les on va dire pour les grandes entreprises, vous voyez, plus de 500 employés, ce nouveau reporting dit durabilité. Et on a 26, puis 28, l'élargissement progressif à l'ensemble des PME, ETI, PME et je dirais quasiment toutes les entreprises liées, on va dire, à des entreprises sur le territoire de l'Union européenne, à cette obligation de reporting dit durabilité. Donc, on est, je dirais, sur un cycle de 2 ans, hein, 22, 24, 26, 28. Et un règlement qui n'est pas aujourd'hui sanctionné directement par une sanction spécifique en droit français ou dans les 26 autres pays de l'Union européenne, mais qu'il le deviendra à travers la transposition de la directive CSRD, entrée en vigueur, si je puis dire, au journal officiel, en tout cas de l'Union européenne, en décembre 2022, et qui va amener, par la transposition dans les États membres et en France en particulier, à des sanctions qui vont être de nature différente selon les États, mais qui vont globalement amener une responsabilité civile potentielle, pénale potentielle, administrative potentielle pour l'entreprise concernée et ou les acteurs qui participent, notamment sur le rapport de durabilité, j'y reviendrai. Double matérialité, c'est un concept hyper important, c'est-à-dire qu'on va inviter les entreprises à identifier non seulement les impacts de ces activités propres sur l'environnement, mais aussi la façon dont le changement climatique notamment va impacter ou peut impacter son développement. Ce qu'on appelle la double matérialité. On regarde dans les deux sens pour mesurer ces enjeux. Autre élément
assez nouveau et structurant de la CSRD, c'est le concept de la chaîne de valeur. Et c'est là où les PME qui nous entendent aujourd'hui peuvent, comment dirais-je, mieux appréhender les impacts indirects, mais impacts quand même de ces nouveaux textes pour elles. C'est que les grands groupes ou les grandes entreprises qui seront, comment dirais-je, amenés à publier donc ces nouveaux rapports de durabilité doivent aussi divulguer des informations sur toute la chaîne de valeur en Europe et dans le monde, et donc vont être amenés à se tourner vers les PME notamment avec lesquelles elles travaillent. Voilà, les rapports, ils vont aussi intégrer des enjeux temporels, donc sur des scénarios à court, moyen, long terme, avec des informations qui seront rétrospectives et prospectives. Voilà, et en lien avec la conformité qu'on vient de longuement évoquer, c'est d'aller voir comment vos stratégies d'internationalisation vont potentiellement être aussi impactées par ce cadre réglementaire européen, mais qui va aussi s'internationaliser. En 2023, là, vous avez une situation qui est peut-être sûrement la vôtre, basée sur des flux d'import et d'export à l'international. Et ce qu'on peut envisager en 2032, si on saisit les opportunités présentes dans ce cadre réglementaire, c'est de réfléchir peut-être en stratégie de hub, donc un hub Amérique, un hub Europe, un hub Asie. On va se baser sur une création de valeur et d'emplois en local. Donc, on va faire évoluer son business model plutôt basé sur ce qu'on va qualifier d'économie de la circularité. Ça va nous permettre aussi d'anticiper les besoins des consommateurs locaux et d'être au plus près de ces besoins-là et d'innover sur l'offre. Ce qui va avoir une conséquence positive aussi sur l'écosystème de fournisseurs locaux avec des approvisionnements locaux, potentiellement une réduction aussi des chaînes d'appro et des flux logistiques, qui va par conséquent potentiellement réduire les flux et l'empreinte carbone de la société, et qui va in fine contribuer à une valorisation long terme de l'entreprise, une valorisation perçue par ses consommateurs, ses collaborateurs, et aussi potentiellement cette valorisation financière dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr, cette valorisation extra-financière.